bonjour. C'est décidé à partir de maintenant, il y aura une vidéo par mois où je vais vous parler d'un classique de la littérature. Parce que oui, on peut lire un classique de la littérature pour son plaisir et pas seulement parce que un ou une prof vous a obligé à le faire. Et ce mois-ci, je vais vous parler de Thérèse Raquin d'Émile Zola, paru en 1867. Par contre, je vous avoue que je ne suis pas forcément très à l'aise de parler en vidéo d'un classique de la littérature, parce que souvent quand on parle d'un classique de la littérature, on s'attend à un vocabulaire soutenu et aussi à énormément de sérieux. J'ai peur que ça ne corresponde pas forcément au ton de ma chaîne. Et je n'ai pas du tout envie de vous parler de ce livre comme le ferait votre prof de français. Avec ce roman Zola et Zola, dans ce mélange de romans noirs et de tragédie, dans cet implacable réalisme humain et social. Alors oui, cette phrase est très belle, elle résume parfaitement le livre, mais c'est pas vraiment ma façon de parler des livres en général, puisque comme pour les autres, j'ai envie de vous parler de Thérèse Raquin comme je parlerai dans notre livre à un pote et à qui je le conseillerais. Dans ce livre, on va suivre Thérèse Raquin, une jeune fille qui depuis toute petite vit chez sa tante. Puisque, voyez-vous, la petite Thérèse est le fruit d'un amour ou d'une fornication, on ne sait pas très bien, entre un capitaine des armées françaises qui était à Oran, en Algérie. Il a rencontré une femme là-bas, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, et est née la petite Thérèse. Comme il ne pouvait pas vraiment s'en occuper, il a décidé de la mettre en pension chez sa sœur qui est donc la tante de Thérèse. Si on suit l'arbre généalogique. Elle va passer toute son enfance avec son cousin Camille. Ça me rappelle ce moment quand j'étais petite où j'ai compris que Camille était un prénom épicène et que un garçon pouvait aussi s'appeler Camille. Cela aurait pu être idyllique, sauf que Camille en fait est absolument tout le temps malade. Il est donc tout le temps sous médicaments, il est très souvent alité et il est donc extrêmement couvé par sa mère. Elle n'a donc pas eu cette enfance insouciante où elle pouvait courir dans tous les coins et faire ce qu'elle voulait, puisqu'elle devait suivre son cousin qui lui devait faire attention à tout, absolument tout le temps. Et en plus, très vite, elle sait et elle accepte finalement qu'elle devra se marier avec son cousin. Alors déjà, premier problème, se marier avec son cousin, parce que je sais qu'à l'époque c'était quelque chose qui se faisait souvent, mais depuis on s'est rendu compte qu'il y a quelques soucis. Et en plus, c'est pas folichon tout ça, se marier avec son cousin, qu'elle connaît depuis l'enfance, qu'elle subit en fait plutôt depuis l'enfance. Parce qu'elle est tout le temps malade et qu'elle commence un peu à en avoir marre. Enfin, elle en a marre, on ne sait pas vraiment puisque Thérèse a cette faculté de ne jamais rien montrer. De ne jamais rien extérioriser, à tel point qu'au début en tout cas du roman, on se demande si même elle a quelque chose à l'intérieur. On a l'impression que c'est un peu une coquille vide, elle accepte ce qui lui arrive, elle le subit mais il n'y a pas vraiment une once de rébellion chez elle, en tout cas au début du roman. Elle est totalement absente de sa propre vie, elle est là, elle n'est pas là, on ne sait pas vraiment. Et un jour, Camille ramène un homme à la maison, mais pas n'importe quel homme, il ramène Laurent. Laurent, c'est l'opposé de Camille, il est fougueux, il est sanguin, il est beau et il est dynamique. Camille, lui, il est un peu plus chétif, il est malade. Et la petite Thérèse, qui jusqu'à présent n'avait pas connu grand-chose ou pas connu grand-chose d'intéressant, tombe sous le charme et ils deviennent amants. Le problème, c'est que pour vivre leur amour librement, il y a un obstacle de taille puisque c'est Camille, son mari. Mais que faire quand on est face à un obstacle ? Le supprimer. L'acte peut paraître très simple, sauf qu'il y a des conséquences assez graves. Et je vous laisse découvrir tout ça dans le livre. Parce que même si c'est un classique de la littérature, il ne faudrait pas tout spoiler. Parce que je déteste ça. Quand on se dit que voilà, tout le monde l'a lu, c'est Thérèse Raquin. Non, malheureux. Laissons le suspense aux gens, laissons-les découvrir, bordel. Justement, en parlant de spoilers et de choses qui peuvent totalement vous gâcher votre lecture, si comme moi vous avez choisi le livre de poche, ici, il y a évidemment plusieurs versions pour Thérèse Raquin. Celui-ci donc est une version où il y a énormément d'annotations dans le texte. Sauf qu'en fait, ces annotations,
vous gâchent totalement votre lecture. Je vous conseille fortement de ne pas les lire. Si vous devez faire une étude de texte, je vous conseille fortement de les lire que pendant la deuxième lecture, si vous avez le courage de faire une deuxième lecture. Eh bien, puisque, voyez-vous, dans les annotations, on vous raconte tout, voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, clairement, l'annotation vous dit, voilà, bon, pour l'instant, elle ne sait rien, mais au chapitre 15, elle va tout découvrir. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pareil avec l'introduction, ça pour moi c'est la plus grosse arnaque, les introductions, puisque c'est ce que vous devez lire avant de lire le livre, en général. Perso, je les lis jamais. Mais dans les introductions, il y a toujours des études de texte, justement. Sauf que si t'as pas lu le livre, comment tu veux lire l'introduction déjà, bien la lire, et ça te raconte tout le livre. Et une fois que t'as fini le livre, t'as clairement pas envie de lire l'introduction. Pourquoi lire Thérèse Raquin ? Ce qu'il faut savoir, c'est que lors de sa sortie, le livre a fait un véritable scandale. On l'a même qualifié de pornographique. Pornographique, bien évidemment, pour l'époque. Ne vous attendez pas à des scènes de cul. C'est un livre extrêmement puissant qui va vous plonger dans la tête de Thérèse et de Laurent. Vous allez comprendre toutes les émotions qui les traversent et ça va vous faire vibrer. Zola voulait des personnages totalement dominés par leurs nerfs et leur sang, mais je pense qu'il a très bien réussi. Et en plus, il y a une petite dose de fantastique un peu gore. Je ne vais pas vous parler de l'écriture, puisque c'est du Zola, et c'est évident que c'est bien écrit. J'ai très envie de vous parler d'une chose qui m'a particulièrement marquée dans le livre, c'est la perception qu'ont Thérèse et Laurent de Camille, avant et après le meurtre. Mais si je vous dis vraiment le détail de cette perception, vous allez tout comprendre et je vais vous gâcher un peu le plaisir de la lecture. Mais sachez que ce point est très important. Mais si jamais vous avez lu le livre et que vous voulez m'en parler, n'hésitez pas. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. J'ai une petite mission pour vous, c'est en commentaire me dire votre classique préféré et qui sait, ce sera peut-être la vidéo du mois d'avril. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!